Donc Philippe Jaille, voilà, je suis forcelé d'origine, mais bien que je n'habite plus ici, et je suis le président de l'ARA, Association de recherche archéologique et historique du Pays de la Force, voilà, qui a été créée en 1990 avec comme objectif principal la restauration de ce qui restait du pavillon d'Ircet, chose qui n'est pas encore faite. Et voilà, on a tout un travail d'archives qui se fait autour du patrimoine historique et archéologique avec 2 bulletins par an. Enfin, voilà, c'est avec toute une équipe. Voilà, ça continue. Donc voilà, pour ce qui est de l'association, qui espère un jour pouvoir voir sauvegarder le pavillon d'Ircet du château de la Force. Voilà. On est actuellement, on doit être autour de 80-90. On a été plus d'une centaine à une époque, voilà. Mais on fait un travail tous les ans pour les Journées du patrimoine. On organise des conférences deux fois par an ici depuis 30 ans, et on organise aussi des sorties à la découverte du patrimoine du Périgord. On est même allé jusqu'en Gironde, voilà, pour les gens de l'association et pour ceux qui veulent s'y joindre. Voilà. Et il y a tout ce travail, donc le bulletin, il y a un bulletin, on va dire, d'une trentaine de pages qui paraît 2 fois par an, avec des articles de fond sur des sujets divers, mais toujours en lien avec l'histoire ou l'archéologie. Et en même temps, cette association s'est voulue dès le départ cantonale, c'est-à-dire on n'est pas cantonné, c'est le cas de le dire, à la Force. On s'intéresse aux communes environnantes, c'est-à-dire à l'époque les 12 communes du canton de la Force. Bon, maintenant ça a un peu changé, mais voilà. La commune de la Force a une surface assez restreinte qui touche la Dordogne, donc beaucoup plus restreinte que Prigonrieux par exemple, ou que Le Flé, ou que la Monzie même. Donc la chose, je pense, la plus intéressante, c'est le bac de la Bernaise. La Bernaise, donc c'est au bord de la Dordogne. D'ailleurs, il y a un petit manoir qui appartenait aussi à la famille des Caumont-Laforce, qui date à peu près de la même époque que ce que datait le château, c'est-à-dire XVIIe siècle. Et donc le duc de la Force, bien évidemment, ce sont eux qui contrôlaient les bacs, et entre autres celui de la Bernaise, avec évidemment, ils percevaient des taxes là-dessus. Je suis Jean-Louis Fourcault. D'abord, la Dordogne avait été prévue comme étant une coupure naturelle et défensive en 1814, et on l'oublie parce qu'en 1814, lors de la ronde où Napoléon Ier allait perdre le pouvoir pour la première fois, la chute avant les 100 jours, les armées espagnoles, portugaises et surtout britanniques remontaient par les Pyrénées. Et donc, au niveau du château de la Force, il y avait une position défensive qui a été installée avec des canons et qui s'appuyait sur la Dordogne comme une ligne de défense. Puisque le seul pont, il n'y avait pas de pont à ce moment-là jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Donc déjà là, ensuite il y a eu dans les années 40, donc après la défaite de juin 40, vous aviez une unité de l'armée d'Armistice qui s'était installée à Bergerac, à la caserne Chanzy. C'était le 1er régiment du génie, et qui notamment a installé un pont provisoire fait sur bac à Sainte-Foy-la-Grande, mais aussi avait fait des opérations au niveau de... Là, vous êtes allé tout à l'heure au niveau de la cale à Prigonrieux. Donc, il y a des photos où on voit ils sont exercés, et puis ça servait aussi à la population, et notamment quand il y avait parfois des bœufs, des troupeaux à faire traverser. Et également, donc, on a pu insister cette dernière fois, moi j'en ai été témoin, j'avais à peu près 14 ans, 15 ans, au milieu des années 80, il y avait des grandes manœuvres qui se faisaient ce qu'on appelle en terrain libre, où les forces armées se déployaient, et elles se déployaient dans toute leur plénitude, c'est-à-dire vous aviez, on voit bien de l'infanterie, mais aussi il y avait des hélicoptères, et il y avait des unités du génie, et pour accompagner ces manœuvres, il y avait un exercice de franchissement qui avait été fait au niveau de la cale de Prigonrieux, où une unité du génie avait installé des bacs qui permettaient de traverser. Alors, c'était pas un pont fixe, il y avait de part et d'autre, vous avez aménagé comme 2 quais, et c'était une sorte de ponton mobile qui se déplaçait, il faisait des allées et venues, comme un bac, entre les 2 rives de la Dordogne.
Alors, pour ce qui est du premier génie, en fait, moi, j'ai une plaquette, une brochure assez rare. Je l'ai trouvée à Nancy il y a quelques années, où on voit, c'était une brochure de promotion, puisqu'ils cherchaient à recruter dans l'armée d'Armistice des engagés. Et ils avaient pris, donc, à l'intérieur de la plaquette, on voit des photos, donc en noir et blanc, des exercices qu'ils avaient fait sur Prix-Glorieux, et aussi des 2 ponts qu'ils ont fait sur Sainte-Foy-la-Grande. Parce qu'en fait, il y a eu un pont fixe à côté du pont suspendu qui avait été détruit par l'armée française en juin 40, mais aussi un autre pont à peu près au niveau de ce qu'on appelle Guyenne, le pavillon Guyenne de la formation Jeune Bosse, où là c'était plus un système de bac. Donc il y avait eu 2 systèmes qu'ils avaient mis en place là, au niveau de Sainte-Foy-la-Grande. Et ça on le retrouve dans cette brochure qui a été éditée en 41 ou 42. Puisqu'à partir de l'invasion de la zone libre en novembre 1942 par les Allemands, tout ça a disparu. Et cette unité qui était basée à Bergerac et qui était spécialisée notamment dans le franchissement des coupures d'eau a été dissoute. Francis Béchadergue, je suis agriculteur à Saint-Pierre-d'Ayrault. Je suis ici depuis ma naissance. Je suis né d'ailleurs sur la commune et j'y suis toujours resté. J'ai fait des études jusqu'au baccalauréat et j'ai décidé de revenir sur l'agriculture, d'arrêter mes études, parce que c'est un métier qui me plaisait. 62 ans. Donc je suis proche de la retraite et j'ai mon gendre qui s'est installé l'an dernier et qui va prendre la succession. Moi, je cultive des céréales, du maïs, du blé, du colza et du tabac. C'est ma culture spécialisée en fait. Le tabac, c'est une culture qui a été primordiale sur Saint-Pierre-d'Ayrault. C'était, je crois, la plus grande commune tabacole nationale. Donc tout le monde faisait du tabac. D'ailleurs, on voit des séchoirs traditionnels en bois un peu partout. Et c'est vrai que c'est une activité qui a bien décliné. Donc il a fallu trouver des nouveaux marchés en fait pour écouler le tabac, et les quelques producteurs qui restent maintenant sur la commune, on arrive à trouver des débouchés. Ça devient compliqué, mais avec du tabac qui part en Italie ou dans le Lot-et-Garonne pour une usine de Bordeaux. C'est un petit marché, mais qui est encore relativement rentable. Dans les cigarettes, en fait, il y a énormément de sortes de tabac. Donc, nous fabriquons plusieurs styles de tabac. Il y a du tabac aromatique et du tabac de remplissage. C'est-à-dire que c'est un tabac qui va remplir la cigarette sans forcément donner beaucoup de goût. C'est une plante, il faut d'abord faire du semis, en fait, et après, quand on a du plant suffisamment grand, on le replante dans le champ. Et après, c'est une culture qui pousse relativement rapidement, qui a besoin d'eau, mais moyennement, régulièrement en fait. C'est une plante qui résiste relativement bien à la sécheresse. Il s'est créé un réseau collectif, il y a déjà presque 20 ans de cela, sur la commune. Et il y a pratiquement 450 hectares qui sont irrigués à partir de ce réseau. Ça fait une trentaine d'agriculteurs qui se servent de différentes bouches d'irrigation sur toute la commune. Et ça représente quand même quelques kilomètres de canalisation. Ça devient compliqué de rentabiliser certaines productions. Les bonnes années, on arrive à faire une marge, mais c'est vrai que les années compliquées, on est assez ric-rac. C'est-à-dire qu'on couvre les frais et le revenu est vraiment très faible. Comme cette année d'ailleurs, c'est vraiment très mal parti parce que nous n'avons pas pu faire de céréales d'hiver. Donc il y avait plus de céréales de printemps à semer, et avec l'humidité depuis le mois de mars-avril, en fait, nous n'arrivons pas
à positionner ces cultures ou avec 1 mois, voire 2 mois de retard. Donc ça compromet déjà le rendement futur et c'est un risque de récolte compliquée à l'automne prochain. L'avantage, c'est que nous avons plusieurs cultures, donc si une culture ne fonctionne pas, elle peut être rééquilibrée par une autre. En fait, ça devient quand même compliqué financièrement. Il ne faut pas se louper, pas faire de culture à moitié, sinon les aides, c'est par la PAC, en fait, politique agricole commune. C'est ce qui, malheureusement, en fait, c'est pas le produit agricole qui nous fait la marge, souvent. C'est l'aide de la PAC qui permet d'avoir un revenu. Quelqu'un qui devrait s'installer sans avoir de foncier ou sans prendre une succession, je pense qu'il serait obligé de démarrer avec une petite surface et en créant du maraîchage ou vraiment une activité spécialisée. C'est sûr qu'investir sur une centaine d'hectares dès le départ sans matériel et tout, c'est voué à l'échec. Et bon, après, une petite production aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui partent sur du bio. Et ça, ça peut fonctionner, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Le bio est très compliqué. Mes grands-parents étaient aussi agriculteurs et l'exploitation s'est agrandie petit à petit. Et là, maintenant, nous sommes arrivés à 60 hectares. Et c'est pas le but principal de s'agrandir, en fait. Moi, je préfère me spécialiser dans quelque chose et essayer de plus rentabiliser une production que forcément faire la course à la surface. Sur la commune, je crois que c'est la 4e génération, parce que l'arrière-grand-parent s'était vraiment installé ici à Saint-Pierre-des-Hérault. Ce que disaient mes parents, c'est qu'ils avaient vraiment connu une énorme évolution. C'est-à-dire que mon père avait commencé à travailler les terres avec un cheval et du matériel derrière. Et bon, il est passé après au petit tracteur, au tracteur plus gros. Donc eux, ils ont vu une évolution vraiment très importante. Nous, ça continue à évoluer techniquement, en fait. Je pense qu'il y a moins de modifications dans notre génération. Physiquement, pour eux, c'était certainement beaucoup plus dur. Nous on fait beaucoup de travail mécanisé. Mais après, je pense que c'était une autre façon de vivre. Ils avaient peut-être plus de temps pour faire les choses. En fait, nous, on s'aperçoit qu'avec la météo qui est très changeante, on doit toujours travailler un peu à la course, en fait. Quand les périodes vont bien, il faut travailler 12 heures ou plus par jour. Et je me pose la question à savoir comment ils pourraient travailler si le climat, avec un climat actuel. Je pense qu'il y avait moins d'excès d'eau, de chaleur. Et on se rend compte qu'on est avec du matériel, on n'arrive pas à travailler correctement, en fait. Et eux qui mettaient peut-être 50 fois plus de temps pour faire quelque chose, ils y arrivaient. Alors que nous, ça devient compliqué. Je vois que c'est de plus en plus difficile. On met par période. Pendant 15 jours, on va pratiquement rien faire. Et puis, pendant 15 jours, il va falloir tout faire. J'ai mon gendre qui s'est installé, donc ça va continuer encore pour quelques années. Bon, moi, je suis proche de la retraite. Bon, je vais continuer à aider un petit peu. Et après, on va laisser la place aux jeunes. Et s'ils ont des idées nouvelles, pourquoi pas. Michel Blanchard, j'habite le Flé, au port du Flé,
Et dans la maison où a vécu mon arrière-grand-père, mort en 1912, et qui a été un des derniers gabariers du village. Enfin, plus que gabarier, il a été maître de bateau, ce qui lui permettait d'aller jusqu'à Bordeaux en doublant en remontant la Gironde. Mon arrière-grand-père avait servi dans la marine impériale, enfin le Second Empire, sur un bateau qui s'appelait le Tourville. Et de ce fait, quand il a pu acheter une gabarre, il a donné ce nom à cette gabarre. C'était le Tourville, qui a servi jusqu'en 1912. Et là, c'était la crise, puisqu'il n'y avait plus de... Le chemin de fer avait pris tout ce qui était transport, pratiquement. Il a eu un fils qui s'appelait Henri Denoy, et qui, quelques années plus tard, a continué un peu, et avant que tout disparaisse... Et les derniers gabarres qu'il y a eu, c'était dans les années 1930, transformé en bateau drague à la pelle. Et depuis, je suis venu ici à la retraite, revenu ici, c'est ma maison natale. Donc petit à petit, j'essaie de retrouver tout ce qui pouvait avoir un rapport avec cet arrière-grand-père et la rivière et la batellerie. Certains l'appelaient fleuve. Puis elle se jette aussi dans la mer en rejoignant la Garonne. Elle avait la particularité d'être assez longue et de servir à la circulation des marchandises, puisque le Haut-Périgord est plutôt accidenté, les routes sont très mauvaises, enfin à l'époque. Donc on utilisait beaucoup la rivière pour transporter les marchandises, et même des canons de marine à l'époque de Louis XIV. Alors il y avait le flottage du bois, il y avait tout ce que produisait le Haut-Périgord ou le Quercy descendait par la rivière, le bois sous forme de radeau, puis après transporté par des coureaux ou des courpés. C'était un bateau qui était fait pour un voyage unique. Il devait descendre entre autres, par ici, Le Flé, Bergerac, Le Flé, Sainte-Foy, Castillon. Et à l'arrivée, il était démoli pour être récupéré sous forme de bois, pour faire des charpentes, pour faire toutes sortes de choses. On descendait des piquets aussi pour les vignes. Et ces bateaux servaient également à transporter du charbon qu'on trouvait dans le Haut-Périgord, des minerais de fer. Et là, c'était très très peu apprécié par les bateliers, parce que en cas de naufrage, s'il était chargé avec du bois, il n'y avait pas trop de dégâts, il pouvait flotter. S'il était chargé de minerais de fer ou de charbon, il coulait. Alors donc, depuis que je suis à la retraite, j'ai adhéré tout de suite à la formation d'une association qui s'appelait Mémoire du Flé, qui a été créée l'année où je suis arrivé à la retraite par un directeur d'école. Et j'ai contribué à rassembler des documents, surtout concernant la rivière, la batellerie, puisque c'était... Ma grand-mère qui m'avait élevé était très très attachée aux souvenirs qu'elle avait de son père. Entre autres, elle m'avait raconté que pour son certificat d'études, qu'elle avait passé à 12 ans, son père, en récompense, l'avait amené jusqu'à Bordeaux, sur sa gabarre le Tourville, pour voir la ville. Pour faire que le pays une ville. Donc, il y avait des liens très serrés entre ma grand-mère et mon arrière-grand-père.
Donc les maîtres de bateau avaient le droit de dépasser Castillon en descendant. Ils allaient jusqu'au bout du bec d'Ambès, ils remontaient la Gironde jusqu'à Bordeaux. C'était, entre autres, une des activités de mon arrière-grand-père. Elles sont quasiment nulles, à part des festivités. Il y a eu ici au Flé de grands dommages causés par le dragage industriel. Depuis la fin des années 1930 et jusque vers la fin des années 1960, il y a eu un dragage important, 2 kilomètres en amont et 1 kilomètre en aval du port du Flé, qui a complètement détourné le cours normal du fleuve, enfin de la rivière. Naturellement, le courant passait toujours le long de la rive concave, et en allant draguer du côté opposé, ça a détourné le courant et ça a ensablé complètement le port. Maintenant, c'est un tas de boue qu'il y a au bout du quai. Alors, ça viendrait de flexus, le coude en latin, puisque là, ici, la Dordogne fait pratiquement un demi-tour. C'est un méandre très serré. Et donc, ça serait l'origine du nom, ça serait Flexus. Le Flé est célèbre pour les historiens pour la paix qui a été signée en 1580. Ouais. Une des paix des guerres de religion, l'avant-dernière. Et à part ça, bon, il n'y a pas eu de fait remarquable. Ce qui est dommage, donc, c'est qu'entre autres, le grand quai qui avait été construit vers 1880 est pratiquement hors d'usage à cause de l'envasement. S'il était remis en service, ça pourrait faciliter d'autres activités, sans doute. Le règne animal. J'ai pas vu le tournage, mais j'ai vu les techniciens qui étaient sur le quai, justement. Ils stationnaient pour faire des allers-retours. Le tournage par lui-même a eu lieu justement au pied de la colline du Mignon, juste avant les ruines du viaduc. Et sur le quai, depuis ici, j'ai vu les personnages qui ont servi d'espèces de monstres qui étaient couchés, qui prenaient un bain de soleil sur le quai en attendant le tournage. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais... Alors, dans la rue du Port, il y a une maison particulière avec 2 gros canons de fonte qui appartenaient à un monsieur Pierre Imbert, qui avait avec toute sa fratrie des différentes activités. Il s'occupait du domaine de la force, il faisait du flottage de bois, il participait plus ou moins au commerce triangulaire, c'est-à-dire finalement l'esclavage. Puis ces bateaux partaient de Bordeaux pour l'Afrique avec toutes sortes de petits bibelots, objets utilitaires. En Afrique, ils chargeaient des noirs et ils les amenaient aux Antilles. Aux Antilles, ils prenaient la nourriture, les ananas, tout ce qu'il y avait là-bas, et les ramenaient en Europe. Donc c'était un triangle. Et ce monsieur, entre autres, faisait flotter du bois, c'est-à-dire il achetait du bois coupé dans le Haut-Périgord, et ces troncs d'arbres étaient liés entre eux et descendus avec des bateliers en équilibre sur les troncs.
qui maintenait plus ou moins le radeau au milieu de la rivière. Et en 1783, il y a eu une importante crue et les bois qui étaient prêts à partir en Haute-Dordogne ont été emportés par le courant avant d'être liés entre eux. Donc il y a eu tout un amoncellement de ces troncs d'arbres derrière le pont de Bergerac, qui était déjà en très mauvais état à l'époque, et qui a fini par lâcher. Donc la ville de Bergerac a fait un procès à notre voisin parce qu'elle l'accusait d'avoir démoli le pont. Jean Balade, voilà, j'ai 85 ans et je suis natif de la commune de Saint-Germain-en-Mons, bien sûr. J'ai toujours vécu ici et puis voilà. J'ai passé mon certificat d'études à 14 ans. Je me suis mis à travailler à partir de cet âge-là, même un peu avant. À 16 ans, j'ai pris un emploi au PTT à Mouledier. J'ai fait auxiliaire pendant 4 ans. Mais en même temps, j'étais agriculteur sur la commune de Saint-Germain. Enfin, je travaillais dans les terres de Saint-Germain. Après, je suis parti à l'armée pendant 2 ans et demi en Algérie. Et quand je suis rentré, je me suis installé agriculteur sur la commune de Saint-Germain. Il y avait au moins 50 planteurs de tabac. Ça veut dire qu'il y avait au moins 50 agriculteurs. On faisait tous de la vigne et on avait tous des vaches. Et la commune était toute travaillée, bien travaillée, voilà, à l'époque. Bon, mais puis petit à petit ça s'est dégradé. Et puis maintenant, il reste 3 ou 4 agriculteurs qui n'ont pas peut-être un avenir assuré. Et petit à petit, ça s'abandonne, voilà. Non, l'agriculture, finalement, on la considère comme quelque chose de secondaire. C'est pas important pour la société, alors que c'est quand même les agriculteurs qui font vivre la France, hein, et qui apportent certainement de la richesse aussi au pays. Mais ça, on l'oublie, certainement. Et un de ces jours, on va peut-être y repenser. En génération d'aujourd'hui, il y en a très peu qui peuvent s'installer. On a un petit-fils qui est en train de vouloir s'installer chez nous, mais il y en a très peu. Oui, on sent effectivement que quelques jeunes auraient peut-être envie de reprendre. Mais je pense que la société française n'est pas apte, ou ne ressent pas justement cette nécessité. Et en fait, les agriculteurs sont considérés comme pas des parias ni des esclaves, mais enfin, ils sont là pourquoi, on n'en sait rien. Voilà. Mais un jour, on se rendra compte qu'ils étaient nécessaires, et qu'ils sont nécessaires. Et on commence à s'en rendre compte. D'ailleurs, j'ai un article que j'ai sorti exprès pour ça. Il a passé sur le journal, sur l'agriculteur, je crois, une baisse ahurissante, hein, et c'est Serge Peyrefich qui a écrit, c'est un technicien agricole qui travaillait à la Chambre d'agriculture, qui a fait cet article, mais je peux vous dire qu'il faut le lire, cet article. Il est drôlement intéressant. Hein. Alors voilà, il termine comme ça, il dit, la présidente de l'association Périgord Prime Holstein, Hélène Talou, me disait que le lait actuellement n'est pas plus payé qu'au temps de ses grands-parents. Et pourtant, ils ont fait des efforts, nos producteurs, pour améliorer la traite et la qualité du lait. Alors, c'est ça que le lait payé, comme à l'époque des grands-parents, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, il dit, nous avions près de 4500 producteurs de lait, et à l'heure actuelle, il y en a 250 sur le département.
Alors, ça va quoi. Il n'y a même pas un parc communal. Alors quand j'ai démarré, c'est quand je suis rentré d'Algérie, je me suis mis à faire un élevage de porcs, de cochons, voilà. Et à cette époque-là, ça marchait bien, les élevages de porcs, et je me suis mis à installer 36 chèvres, non, 36 truies, c'est pas pareil, 36 truies, et j'ai fait de l'élevage de plein air. Mes bêtes allaient dehors, elles pâturaient pas trop, mais enfin, elles ramassaient les topinambours, des choses comme ça, enfin, c'était vraiment quelque chose de... Bon, j'ai fait ça pendant 10 ans, mais alors le problème du porc, c'était un peu comme le problème du lait. À une époque, c'était des variations sur 3 ans. Une année, on vendait assez bien. L'année d'après, ça a commencé à baisser. La 3e année, on perdait de l'argent. Bon. Et ça, je l'ai fait pendant 3 fois, sur 10 ans. Mais quand j'ai fait la 3e fois, je me suis arrêté, j'ai dit, c'est terminé, j'en veux plus. Et là, je me suis mis à faire un élevage de chèvres. Ça n'a rien à voir, hein. Et j'ai monté cet élevage de chèvres en 1969, et puis voilà. Et petit à petit, j'ai augmenté, enfin, c'est-à-dire que je suis arrivé avec 120 ou 150 chèvres, avec ma femme, à traire tous les jours, bien sûr. Et quand mon fils est venu s'installer, on a passé à 300 chèvres. Et maintenant, on a 350 ou des choses comme ça, enfin, en tout, dans les 400. Bon, voilà. Et puis, bon, finalement, le lait de chèvre se vend bien. Il est quand même 2 fois plus cher que le lait de vache. C'est quand même pas rien. Hein, en plein hiver, il vaut quand même 1 euro le litre. C'est le prix qu'on nous le paye. Hein. Donc, finalement, c'est un avenir qui est peut-être assez assuré. Voilà. Je ne suis pas trop positif, moi. Non, je pense que il va falloir qu'il y ait un revirement sérieux, un changement de mentalité, un changement de... Ah oui, moi je crois. Là, on est en train de partir dans le gouffre et là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Vous voyez, ouais, non, je suis peut-être dur, mais je crois que c'est ça. D'ailleurs, quand on voit cet article-là, bon... J'ai ramené des pierres de partout. Hein. Là, c'est le camp d'Auschwitz-Birkenau. Là. Ouais. Alors, c'est des briques du mur de crémation, où ils faisaient la crémation. Voilà. Après, il y a le mur de Berlin à côté. Vous savez, le mur qui est... Ouais. Voilà. Après, là, c'est l'Italie, c'est le Vésuve. Voilà. Après, Cadix, Moscou. Alors, Moscou, là, c'est des pierres de la place Rouge. Hein. Il n'y a pas longtemps que je les ai. Hein. Voilà. C'est là où Poutine se promène. Voilà. J'ai bien pris ces pierres. Bon. Voilà. Après, il y a Jérusalem, on y est allé 2 fois. Ouais. Bethléem, tout ça. Voilà. Là, c'est du sable du Sahara. Parce que là-bas, j'y ai passé quand même plus de 2 ans. Donc, ouais. Le sable du Sahara. Et puis, après, il y a la rose des sables du Sahara. Alors, ça, c'est le Sahara aussi, ça. Ça, c'est des roses de sable dans le désert. C'est magnifique, ça. Hein. Voilà. Et puis après, bon, là, c'est du sable d'Algérie aussi, du Gardaïa. C'est en 2017 quand on est allé, là. Après, il y a la Garde, ça, c'est autre chose. C'est pas le même pays. Après, il y a l'Espagne, il y a... Voilà, ouais. Ah, mais oui, c'est un petit voyage, quand même, hein. Voilà. Alors ça, c'est le Mont Blanc, ça. C'est le Mont Blanc. Ouais. Ah, c'est pas tout à fait en haut, hein. Non, je ne suis pas monté tout à fait en haut, mais enfin bon. Monté jusqu'où là. Ensuite, il y a l'île de Ré, bon, ouais. Millau, voilà. Ouais. Et oui. Et là, c'est des choses qu'avaient mon père et mon grand-père à l'armée, à la guerre. Alors, c'est les guêtres, c'est le... Voilà, ouais, le casque. Voilà. Ouais. Et ouais. C'est des vieux souvenirs, ça.
Jean-Michel Bournazel, j'habite à Mouledier depuis très très longtemps. J'ai été élu pendant 37 ans, conseiller municipal adjoint et puis 8 ans comme maire. Je connais et surtout j'aime beaucoup cet endroit qui est un endroit naturel et auquel je participe beaucoup. Alors nous avons un endroit un petit peu privilégié sur la commune, c'est je crois un petit peu en aval du barrage, là où les eaux de la Dordogne et les eaux du canal se rejoignent près de l'escalier d'écluse, un escalier d'écluse qui vient d'être rénové et qui est un endroit touristique souvent ignoré mais qui vraiment vaut le déplacement. Alors on entend régulièrement, mais plus ou moins suivant le débit, le bruit de l'eau qui est déversée sur les portes du barrage lui-même. Parce qu'il y a une partie de l'eau qui passe sur les portes ou dessous d'ailleurs même, ou alors qui passe sur les turbines en générant la production d'électricité. Alors les écluses, c'est le canal de la Lende qui avait été creusé à l'époque des gabarres pour éviter un mauvais passage des gabarres sur la Dordogne qu'on appelait les malpas, c'est-à-dire c'était dangereux pour les gabariers. Alors on avait creusé ce canal latéral à la Dordogne pour éviter tous ces accidents qui à l'époque étaient quand même nombreux, d'autant plus qu'il y avait quand même beaucoup de gabarres. Et puis après, le canal est tombé en désuétude et puis les gabarres n'ont plus circulé et puis le canal est resté un petit peu à l'abandon. Et c'est vraiment beaucoup de bonheur de le voir aujourd'hui pouvoir être remis en état. Au début de ce siècle, dans les années 2001, 2002, 2003, il y avait beaucoup de poissons migrateurs qui remontaient, notamment les aloses. Il est arrivé qu'il en ait remonté jusqu'à 80 000 une année. Et l'alose, c'était un poisson formidable. C'est un beau poisson, d'abord, avec des reflets argentés sur ses écailles, et surtout un poisson très combatif. Et les pêcheurs vraiment qui venaient par dizaines se régalaient parce qu'ils passaient de très bons moments avec ce poisson qui leur proposait un combat de pêcheurs digne de ce nom et qui souvent gagnait parce que c'est un poisson qui était tellement courageux qu'il n'hésitait pas à laisser un bout de sa bouche sur l'hameçon. Un hameçon qui, entre parenthèses, était facile à mettre en place parce qu'il s'agissait de l'hameçon traditionnel entouré d'un petit bout de fil de téléphone orange, tout simplement. Alors quand la lose était décidée, surtout à se battre déjà parce que c'était pas pour de la nourriture, c'était un réflexe de combat. Quand elle était décidée, on en prenait pas mal. Et quand on sait qu'une alose pouvait faire 2 et presque même quelquefois 3 kilos, c'était une sacrée partie de pêche. Et c'était d'ailleurs très prisé par les pêcheurs qui venaient quelquefois de loin pour passer 1 heure ou 2 le soir après le boulot, et surtout par les riverains, les spectateurs autour qui venaient aussi à la fraîcheur du soir regarder les pêcheurs se débattre avec leurs migrateurs. La rivière Dordogne, je pense qu'on s'en occupe. Je pense qu'elle est sur de bons rails, si on peut dire, parce qu'il y a l'association Migado qui s'occupe justement de ces migrateurs et qui fait un travail formidable avec les élus, avec les pêcheurs, avec EDF. Et ça fait quelques années qui aide les migrateurs à se reproduire notamment, et surtout à passer, à leur éviter tous les petits problèmes qu'il y a pour remonter. Et ça se passe bien. Les chiffres sont bons. La population de migrateurs augmente doucement au comptage à Thueyères et à Bergerac. Je pense que ça se passe très très bien et c'est une très bonne chose parce que le projet porte beaucoup d'espoir sur la rivière Espérance. C'est une bonne chose. Il y a un monsieur là qui descendait avec un cheval. C'est la légende qui veut ça, qui descendait avec un cheval avant que le barrage soit là. D'ailleurs, il descendait avec son cheval et des barriques dessus. Je sais pas, il était un petit peu chargé. Le cheval se serait emballé et aurait sauté le parapet ici. Vous avez une petite plaque là. Oh pardon, oui. C'est peut-être pas une plaque ici qui indique que tout le monde a basculé dans la Dordogne. Avec bien sûr les dégâts qu'il a pu y avoir. Alors bon, est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est vrai parce qu'il y a tellement longtemps? Bon, pourquoi pas après tout, et pourquoi pas. D'accord. Et il y a aussi quelque chose que j'ai entendu raconter souvent, c'est qu'un peu plus bas là, et ça c'est sûr, il y avait un gué, il y a un petit port là, une échancrure derrière la végétation, et il y avait un gué, et ce gué, il était quand il y avait un petit peu d'eau, c'était un Alors il faisait traverser les gens, et c'était une personne âgée qui attendait les gens de chaque côté de la rivière.
Et quand il y avait quelqu'un qui voulait la traverser, il criait. Et il s'appelait Pipola, ce monsieur. Alors il appelait Pipola, Pipola. Alors le gars qui était ou de ce côté ou de l'autre, bien entendu, puis traversait et venait le chercher. Et quelquefois, quand il faisait chaud l'été, il était en face à l'ombre et il faisait la sieste et il avait du mal à se déplacer. Ouais. Et les gens râlaient. Alors, quelques jours plus tard, il y avait surtout les jeunes qui faisaient esprit de l'appeler et puis ils partaient se cacher. Ce monsieur s'appelait Pipola. Ah ouais. Et c'était une figure du coin. Et ça, je l'ai entendu dire parce que c'était quand même... mais c'était au début du 20e, par là, je pense, qui était l'officier encore. Avant le barrage, le bac de Tuyères. Je vous disais ça quand le barrage tourne à plein, c'est-à-dire quand il arrive beaucoup d'eau suite à une crue en général, c'est un bouillonnement incroyable là. C'est tellement important que c'est de la hauteur, mais c'est un tourbillon terrible qui sape les côtés. Et vous verriez ici, le remous il revient par là et les embâcles s'entassent dans le canal. Là, il y en a quelques-uns, vous avez vu là en bas, mais il y en a beaucoup plus. C'est un tapis d'embâcles qui vient là et qui tapait les écluses. D'ailleurs, la première écluse n'est pas refaite encore complètement parce qu'il est prévu d'y mettre un garde-fou, si vous voulez, quelque chose là, pour diriger les embâcles vers le bas et éviter qu'elles rentrent taper sur les écluses, parce qu'elles cassent les écluses chaque fois. L'eau qui monte et qui descend, les gros arbres, il y a des arbres énormes quelquefois qui descendent. Alors c'était fragilisant pour les écluses. Alors la première, elle n'est pas encore complètement refaite à cause de ça. Ils vont essayer de mettre quelque chose pour protéger le courant de ce côté, parce que là, je vous promets que c'est impressionnant quand il y a des crues comme les dernières. Là, et encore maintenant, on disait il y a moins de crues qu'avant. Mais ici, c'est du rocher. Alors, il y a eu une infiltration en haut, sans doute, et puis c'est descendu. Mais il y en a eu un autre, où c'est qu'il y en avait un autre là-bas, oui, un petit. Celui-là, il date de 2 ou 3 ans. Un tas de rochers. Et plus bas, si on regarde le courant, il a tendance à saper quand même régulièrement la berge, ce qui fait qu'il gagne. Il y a un côté où il gagne doucement, où il gagne, et comme sur les plages, la terre recule doucement, mais sûrement. Et il y a un peu plus loin, là on peut voir en face d'ailleurs, il y a une clôture, elle est prête à tomber dans la rivière, parce que petit à petit, les courants ont sapé la terre. Oui, sur une trentaine de mètres, oui, sur je sais pas moi, peut-être 7-8 mètres de profondeur, et deux gros blocs de rochers qui se sont cassés. C'est du rocher, c'est pas spécialement de la terre était dessus, elle a glissé, mais en bas c'est le rocher qui s'est fissuré, qui a cassé et qui est tombé à l'eau. Il faut y faire attention à ces infiltrations dans les rochers, parce qu'on retrouve souvent ce problème là, on voit rien, on n'entend rien, on sent rien, et puis le rocher s'est fissuré, et puis à un moment la fissure, notamment avec les infiltrations, avec le gel quand il y en a encore quelquefois, ça fragilise. Monsieur Simon, je suis retraité. J'avais une entreprise de parc et jardin, donc je suis assez attaché à la nature et à tout ce qui concerne la rive de la Dordogne, ici à Migaille. J'ai 78 ans bientôt, voilà. On est collectionneur de tout ce qui est du passé, par respect du passé, parce qu'on considère que si on se débarrasse de tout ce qui a représenté le passé, les générations futures l'ignoreront totalement. On n'est pas propriétaire si on est propriétaire de notre vie, si l'on veut, mais pas de l'existant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens comme nous qui préservent les choses du passé, et on n'aura plus rien à transmettre. Il n'y aura plus que du neuf, du pas beau, voilà. Il y avait quelques maisons seulement, c'est-à-dire, en témoignent les maisons anciennes. Bon, il y avait 2 familles de pêcheurs professionnels, les Chansolmes. Ensuite, il y avait tout au bout un maraîcher. Et puis, derrière, il y a la grosse maison bourgeoise, là. Bon, mais il y avait des terres, tout le monde vivait un peu en autarcie, tout le monde avait ses 2-3 rangs de vignes. Culture vivrière, quoi. Bon, ça se suffisait. Maintenant, c'est devenu, depuis l'ouverture du pont Eiffel à la circulation, ça c'était dans les années 75-16 dans ces eaux-là, le cours de Pile a été désenclavé par rapport à la ville de Bergerac. Et quand j'étais scolaire, il y avait
28 ou 29 exploitations agricoles sur Cours-de-Pile, plus ou moins grandes, mais les gens arrivaient en âge de prendre leur retraite, donc il y a eu énormément de terrains à bâtir qui se sont libérés, et c'est comme ça que Cours-de-Pile a pris, avoisine maintenant 1800, 2000 habitants, enfin, je ne sais plus, c'est dans ces eaux-là, alors que quand j'étais scolaire, il y en avait 350, 400 maximum, quoi, voilà. C'est depuis l'ouverture du pont que c'est devenu une zone dortoir. Il faut dire les choses comme elles sont, voilà. Ça s'appelle la cale, parce que il y avait une descente qui encore s'est bâtie, un arc de cercle, et c'était pavé. Seulement les pavés ont été pillés. C'était des pavés Napoléon. Voilà. Et il y avait un quai où les gamards pouvaient accoster, charger, décharger. Ça s'appelle Migaille parce que c'est mi-gué. C'est mi à mi-gué. C'est entre deux gués. Voilà. Donc il y avait un passeur. Et la mémoire collective dit la maison du passeur. Alors j'en ai profité pendant les travaux parce que c'était dégagé. C'est pour ça que j'ai pris une photo. Il y a un bout de mur. On dit la maison du passeur. Et de ce côté-ci, malheureusement, ça a été fortement détérioré par le gardien de la maison bourgeoise. Après, ici, c'est la pointe du mur de la descente qui a été écornée pour passer la voie. Mm-hmm. Et là, il y avait une source qui coulait dans la rivière. Donc, tant que c'était ouvert, je me suis penché sur la question. Et il y a un lavoir. Il y a un petit lavoir. Alors, de tout ça, j'en ai parlé à un adjoint là, de Creys, Monsieur Blanc, je crois qu'il s'appelle. Frédéric Blanc, oui. Ou Le Blanc. Et il a dit, c'est intéressant ton truc, là, parce que sur la voie verte, pour agrémenter un petit peu le parcours, il serait bien de mettre une affichette, le lavoir machin, la maison du passeur, etc. Enfin, ça, c'est mon idée. Après, je ne sais pas si ça peut se mettre en œuvre. Bon, en principe, les bacs, autant que je sache, il y avait un filin qui reliait les deux rives, et puis après, c'était la traction manuelle, enfin, j'imagine. Mais ça ne pouvait se faire qu'en eau basse, parce que bon, les crues, là, bon an, mal an, mais ça couvre tout le bas, et ça vient jusqu'à la pointe du mur du jardin du bas, là, par rapport à l'étiage, ça doit bien monter de 4 mètres, facile, dans le couloir, là. J'ai vu un orage, c'était au mois de juillet. Le mois de juillet, c'était 99 ou 2000 peut-être. Un orage très violent sur toute la vallée. En quelques heures, l'eau est montée, je sais pas, de 5 mètres. Ah oui, non, mais jusque même, on va aller faire un tour, je vais vous montrer tout à l'heure, plus haut que les crues d'hiver. En quelques heures, parce que tout le bassin versant a donné. Alors tous les terrains de camping, il passait des poubelles, des WC portables, enfin, qui équipent les terrains, quoi. Il passait des meules de foin, de paille, il est passé de tout. Et aussi vite c'est démonté, aussi vite c'est parti, parce que tout le bassin versant, il est passé de tout, des trains de saloperies, quoi. Tout ce que les rives comportaient. Il y avait, depuis ici, le Migaille jusqu'au pont Neuf, là, il y avait, c'était d'égaler tout le bord. Et ça s'est transformé quand ils ont remonté la digue de Bergerac, parce qu'avant, il y avait deux écluses qui étaient désaffectées, donc le flot passait par les deux écluses. Mais après, quand ils ont voulu faire une turbine, plus le sas de capture des saumons, ils ont nivelé la digue, ce qui a remonté le niveau ici de bien 50 cm. Donc les débits n'étaient plus les mêmes, et
tous les galets de bordure ont disparu. Maintenant, il y a 1 mètre de sable, de vase, de feuilles, enfin tout ce que l'on veut. La Jussie s'y est mis aussi, donc tout va bien. Alors après, il y a eu aussi un autre phénomène, c'est quand le barrage de Tuyères a cédé. Tout le fond de Ly s'est évacué. Et jusqu'ici, sur les grands fonds, parce qu'en face, là, il y a quelque chose comme 8,50 m d'eau, c'était des pouponnières à barbeaux. Il y avait énormément de barbeaux, parce que le barbeau est un poisson fouilleur, et il aime bien les pierres, il retourne tout ça pour trouver sa pitance. Donc ça a été recouvert de gros sable, tout ça. Les barbeaux avaient, pendant un temps, presque disparu. Maintenant, ça revient. Et ici, sur les berges, c'est-à-dire sur les endroits un peu morts, il y a eu un dépôt de vases noirs puantes, comme si on vidangeait des fausses stations-service. Non, mais c'était... Voilà. Donc, toutes les zones de bordure ont été recouvertes comme ça. Après, écoute, pour les générations futures, je sais pas vous dire. Parce que bon, il y a eu énormément, en 50 ans, il s'est passé énormément de choses. Il y avait une île, là, au droit du château de Pile, il y avait une île. Et pour la reconstruction de Mouledier et juste à l'après-guerre, il y avait besoin énormément de granulats. Donc ils ont dragué. Et ils ont dragué en remontant. Ce qui fait que l'érosion, ça a un nom, l'érosion rétro, je crois, ils appellent ça. L'île a complètement disparu, et maintenant, au lieu d'avoir des lits de gravier, de sable, etc., il y a quelque chose comme 5-6 mètres d'eau. C'est du tran, c'est du rocher. C'est un désert. Voilà, donc il n'y a plus de vie. Voilà ce que je peux vous dire des transformations. Après, il y a Mister Silure qui est arrivé. Le premier que j'ai capturé, c'était en 83. Puisque j'ai une licence de pêche au NAS, c'était en 83, juste en dessous de la gravière. Là. Et c'était un petit machin qui venait d'être importé, qui faisait une douzaine de centimètres. Les silures ne sont pas indigènes. Hein. Ils ont été importés par 2 pêcheurs de Bergerac qui étaient allés pêcher le gros sur le Danube, et ils ont trouvé ça très marrant. Et donc, ils ont importé sous un faux nom des alevins, enfin des juvéniles de silure. Voilà. Pour avoir des poissons trophées à pêcher. Et oui, si bien que... mais ils se sont bien acclimatés. Hein. Là, ici, il y a des bébés là, de 2 mètres, 2 mètres 50, 60, 70, 80 kilos. Hein. Mais partout, d'ailleurs, ils ont ça tout colonisé. Avec ça... On a donc les silures qui bouffent les reproducteurs, c'est-à-dire un silure comme ça, il lui faut, c'est pas un goujon, il lui faut un bon poisson pour casser la croûte. Bon, et en bas, nous avons les perches arc-en-ciel, ce qu'on appelle les calicobas, et les écrevisses qui bouffent les pontes et les alevins. Alors bon, il reste entre les deux, il reste quelque chose. Voilà, parce que c'est énorme ce qu'il peut y avoir de... Moi, je marque tout. Parce qu'on doit des comptes à l'ONEMA, c'est pas du flicage, c'est uniquement pour faire un état des lieux des populations. Il y a 2 ans, j'ai attrapé quelque chose comme 1200 calicobas. Je les compte. 1200. Alors les écrevisses, l'année dernière, je ne les ai plus comptées, mais j'en ai porté une glacière à un copain qui habite à la Monzie, qui lui passe ça au mixeur, qui fait des soupes de poisson, bon voilà, il s'en arrange. Non mais, alors c'est pour ça que, pour le futur, je ne sais pas dire, parce que maintenant, ils ont quand même pris conscience, même la Fédération des pêcheurs à la ligne, qui avant freinait des 2 pieds pour protéger le silure, et c'est-à-dire, et sa clientèle de pêcheurs au gros, parce que, bon, tout compte. Ils ont quand même pris conscience qu'il faut les réguler. Les éradiquer maintenant, c'est impossible, mais les réguler. Alors, il y a une grosse campagne là de piégeage. C'est pour ça qu'il y a
toute une ribambelle de flotteurs depuis je ne sais plus où jusqu'à Saint-Pierre-des-Hérault, avec des hameçons, des gros hameçons pour choper du silure. Alors je n'ai pas le résultat, mais le bouchon à oreille dit qu'il s'en est pris énormément. Voilà. Alors, avant, en bas là, il y avait 7-8 barques en bois, puisqu'avant c'était le bois, le plastique, on ne connaissait pas. Et c'était des pêcheurs à la ligne qui pêchaient le gardon, le goujon, la blette, etc. Il y en avait une ribambelle de bouées. Maintenant, il n'y a plus qu'un vieux couillon qui pêche au bouchon, c'est moi. Ma grand-mère était une lacère, et comme on disait à l'époque, elle avait fauté. Donc mon père est né lacère et a été scolarisé au Flé jusqu'à l'âge de 9 ans sous le nom de lacère. Et il était connu, le diminutif occitan de l'époque, c'était Cérou, le petit lacère, le Cérou. Voilà. Quand on parlait aux anciens de lacère, non, si on demandait Cérou, ah, le Jeannot, oui, on connaît. Voilà comment ça se passait. Donc, moi, génétiquement, je m'appelle Simon, mais je n'ai rien à voir avec les Simons. Je suis un lacère. Voilà. Gilbert Aubre, habitant à Saint-Laurent-des-Vignes, j'ai 80 ans. Je suis né près de la Dordogne, où mes parents ont résidé jusqu'à leur mort, bien sûr. Donc, j'ai toujours vécu à Saint-Laurent-des-Vignes, au Rabier. Et donc, la Dordogne, pour vous dire la vérité, a bercé toute ma jeunesse. Aujourd'hui encore, les souvenirs font surface. Tout petit, ce qui m'avait marqué dans les années 50-55, cette crue historique du jamais vu à nos jours, et heureusement. La rivière avait une longueur impressionnante jusqu'à aller lécher les pieds du Lion, qui trônait à quelques mètres du château de Nébou, sur Prigonrieux. Gamin, avec mon frère, à la belle saison, la Dordogne était notre terrain de jeu favori. Nous y descendions pour longer la rive et marcher sur les trans, qu'on appelait les trans, c'était des rochers glissants. Ouais. Toujours humide et glissant, et combien de fois on se retrouvait, excusez l'expression, sur le cul par terre. Ensuite aussi on soulevait les pierres pour voir décamper les anguilles. À l'époque il y en avait beaucoup, tout comme les goujons aussi. Je me rappelle aussi dans les années 50, cette belle rivière attirait de nombreux pêcheurs, descendant de Montbazillac, de Saint-Laurent-des-Vignes, quand les travaux de la vigne le permettaient. Et puis ici, c'était en sorte le relais de ces pêcheurs. Ils se donnaient rendez-vous chez nous, parce qu'il y avait une descente pour accéder à la rivière. Donc ils se rendaient ici pour accéder à leur coin de pêche. Je me souviens des bouteilles de Montbazillac qu'ils mettaient au frais, soit dans l'eau fraîche du ruisseau qui est à l'embouchure de la Dordogne, ou au pied des sources, parce qu'il y a beaucoup de sources qui sortent sur la falaise de la Dordogne. Je me rappelle aussi des parties de pêche ou de braconnage, chacun jugera, que nous faisions en bateau avec mon père, en ayant au préalable repéré depuis la berge les endroits où étaient cantonnés les lamproies, dans ce qu'il appelait les gras. Ça, c'est, je ne sais pas le terme, bon, c'est vrai que les lamproies, elles s'accrochaient donc aux pierres, et avec leur queue, elles nettoyaient les galets, et ces galets devenaient tout blancs. Et donc, là, on pouvait repérer ces endroits-là. Et avec son expertise, nous ne rentrions que rarement en bredouille. À une certaine époque, le soir, tard, il partait avec ses copains, Bernard, Jean et compagnie, pêcher les aloses avec une méthode, je dirais aujourd'hui, interdite. À l'époque aussi, mais enfin c'était un peu toléré. C'était avec un épervier.
Voilà. Et parce qu'il faut savoir que les aloses, à une certaine heure du soir ou de la nuit, elles frayent. Elles frayent, donc elles tapent l'eau avec leur queue, enfin bref, et ils s'approchaient, puis pof, avec l'épervier, ils les capturaient. Oh. Ouais. Oh, mais il y en avait, comme les lamproies, c'est pareil. Moi, j'ai vu des pleins bacs de lamproies. Et voilà, et aussi, alors, en été, aussi, je me rappelle, après une journée de dur labeur, dans la chaleur et la poussière, bien sûr, le soir, nous allions piquer une tête dans l'eau claire de la Dordogne pour nous y laver et nous y rafraîchir. Je dirais que de cette période, j'en garde que de bons souvenirs. Je regrette un peu que nos jeunes, aujourd'hui, n'aient pas connu comme nous ces joies simples de la vie. Je pense sont moins intéressés par la rivière, parce que je me rappelle même mes filles elles avaient 5, 6 ans, 7 ans, avec les copains, elles longeaient toujours pareil, comme nous faisions, nous aussi, et puis elles passaient des demi-journées. Ah bon, des fois à pêcher aussi. Non mais c'est vrai. Et puis il faut dire aussi que la Dordogne a bien changé depuis qu'il n'y a plus de dragage. Hein. D'autre côté, on avait une plage de galets qui n'existe plus maintenant parce que sans draguer, les courants ont changé, donc ils viennent buter vers ici. Donc ça a totalement changé. Voilà. Je pense qu'il fut une époque où elle était claire, après elle a été polluée, et maintenant elle redevient claire maintenant. Oui, qu'ils prennent conscience que nous avons une richesse à portée de main, qui est la Dordogne, qu'il faudrait l'entretenir et puis la respecter, et qu'ils fassent comme nous, qui trouvent une joie de vivre près de cette rivière Espérance. Je suis né ici et certainement que j'y mourrai aussi. Voilà. Benoît Lasserre-Large, je suis né à Bergerac en 1979 et je suis agriculteur depuis 14 ans. Je suis né dans une exploitation agricole. Mon grand-père était agriculteur, donc j'ai grandi avec lui au quotidien. Mon père a pris sa suite et aujourd'hui, c'est moi qui prends la relève. Donc les domaines de production, c'était mon grand-père avait des vaches laitières et quelques céréales. Et mon père a développé l'exploitation et a cultivé du tabac et du maïs. Et aujourd'hui, moi, je me suis orienté sur un petit peu de maraîchage et des légumes. Et après, toutes nos récoltes sont basées sur des cours mondiaux. Donc c'est très difficile pour nous de s'adapter à ce genre d'évolution. Voilà. Donc j'ai fait du maraîchage pour vendre directement le produit à la ferme, chez moi, et pour avoir un contact avec la clientèle, parce que dans le milieu agricole, c'est quand même un milieu qui est assez fermé, et c'est vrai que ça manque un petit peu pas de convivialité, mais d'échange avec les gens, quoi, je trouve. Je fais des asperges et je les vends directement, je les produis, je les vends directement le midi aux gens du coin, enfin des habitués qui viennent par le bouche à oreille. Et après, au niveau des légumes, je fais du haricot vert, du maïs doux pour Dossi. Donc ce sont des contrats de production qui sont établis au mois de février. On a des surfaces qui nous sont attribuées. Tous les ans, c'est revu, si vous voulez. Et on a un prix qui est acté. Donc là, on sait où on va. Quand on fait un petit peu de céréales, du blé, du colza ou du soja, comme je vous disais, on a les contraintes françaises, européennes, mais c'est indexé, le prix des récoltes sont indexés sur les cours mondiaux. Donc ça fluctue beaucoup. Donc aujourd'hui, l'agriculture s'est modernisée puisque on a des outils informatiques qui nous permettent de vendre les récoltes avant de les avoir ramassées. Ce sont des engagements, ce sont des contrats que l'on passe avec des coopératives. Ce sont des contrats sur des tonnages qu'on s'engage à fournir à un prix qui nous est rémunérateur, voilà, par rapport à nos charges.
Alors, moi je suis né et mon grand-père avait des vaches. Autrefois, les exploitations étaient très morcelées. Et le lait était présent dans toutes les petites fermes, si vous voulez, de la commune. Alors, je ne me rappelle pas combien il y avait d'agriculteurs quand mon grand-père était en activité, mais il y avait peut-être une quinzaine, une vingtaine d'agriculteurs, mais c'était de toutes petites fermes. Donc, ils avaient chacun leur petite parcelle de vignes, leur vingtaine de vaches, et ils avaient un peu de prairies, et bon, certains avaient un petit peu de tabac. Voilà, mais c'était une toute petite structure. Donc il y avait beaucoup d'entraide. Autrefois, ça se passait comme ça. Comme ils se côtoyaient tous, ils allaient tous s'aider les uns les autres. Pour la récolte des vendanges, on allait un matin vendanger chez le voisin. Le midi, il y avait un repas qui nous était offert, mais c'était convivial. La semaine d'après, on allait chez l'autre et on tournait comme ça. Et ça, j'ai pu le vivre. Et j'en suis très fier parce que c'est quelque chose de très très chaleureux, très chaleureux. Et après, mon père donc a modernisé l'exploitation. Donc de par la rivière, on a pu avoir accès à l'eau par l'irrigation, puisqu'il y a eu un syndicat qui s'est monté sur la commune, si vous voulez, parce que toutes les exploitations n'ont pas accès à l'eau ici. Oui. Soit on a la chance d'avoir un puits dans une parcelle qui peut nous fournir de l'eau en été pour arroser les cultures, ou si on n'a pas d'eau, ben on s'adapte et à ce moment-là on peut pas faire n'importe quelle culture. Donc le tabac était une culture très développée en Dordogne dans ces années-là, 80, 90, même 2000. Et c'était très rémunérateur pour les exploitants. Donc beaucoup de gens se sont tournés pour le tabac, mais il fallait avoir accès à l'eau. Et la chance que mon père a eue, c'est qu'il s'est monté un syndicat associatif. C'est un réseau public, donc il y a un pompage central à la Dordogne qui est réparti sur toute la commune de la Monzie-Saint-Martin. Et ça dessert, je crois, 200 hectares de terre aujourd'hui. Voilà. Donc si vous voulez, il y avait l'accès à l'eau facilement dans ces années-là, et on pouvait irriguer les parcelles, et on pouvait ouvrir, si vous voulez, le panel de production pour faire les productions les plus rentables. On ne peut pas s'en défaire. Parce que si on s'en défait, il faut quand même payer des charges. Il y a des charges dessus de fonctionnement. Si tout le monde s'en défait un jour, qui c'est qui paye ? Voilà. Donc le réseau est amorti, mais il y a toujours des charges de fonctionnement qu'on est obligé de payer tous les ans. Et maintenant, on a le président qui a développé l'antigel sur ses vignes. Donc il y a des gens, et les pruniers aussi, qui partent sur de l'antigel. Puisque le climat évolue, on a des gelées beaucoup plus précoces et qui sont assez difficiles à maîtriser avec d'autres moyens. Donc l'aspersion, ce qu'on appelle l'aspersion, c'est l'irrigation, c'est-à-dire de faire un brouillard d'eau sur les bourgeons. Ça va protéger le bourgeon puisque l'eau glace, si vous voulez, et ça évite que le gel rentre dans le bourgeon. La Dordogne est une rivière où il y a un débit qui est surveillé et régulé par le barrage de Bord-les-Orgues. Mais on a toujours un niveau moyen, minimum, qui nous permet d'avoir accès à l'eau. Voilà. Je crois qu'on a des pompes on a 5 pompes et on est à 150 mètres cubes chacune, heure. Mais pour moi, la Dordogne, ça fait partie de l'écosystème de notre région. Elle a toujours été là. Elle passe en bas de chez nous, de nos terres, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en nous, Donc, on doit trouver des solutions pour la préserver. On doit trouver des solutions, nous, pour continuer à travailler. Mais elle fait partie de notre vie au quotidien. Alors moi, c'est Sylvain Roy. Moi, je suis arboriculteur à Gardonne, sur une propriété familiale, une 50aine d'hectares, spécialisée en arboriculture. Aujourd'hui, c'est production pommes. Hier, c'était production de pêche. Et puis avant-hier, c'était le maïs. Et puis encore avant, c'était le tabac et puis l'élevage. Voilà, donc historiquement, la vallée de Dordogne, c'est de la polyculture élevage. Et nous, on s'est spécialisé en arboriculture fruitière. Je suis à la 6e génération. Je pense que je dois être la 6e génération à travailler sur ces terres. Ouais.
On va dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai jamais été vraiment initié au métier. J'étais un peu étranger à tout ce qui se faisait sur la propriété. Puis après, il y a eu le décès brutal de mon père, qui a fait en sorte qui a fait que j'ai réorienté mes études de manière à pouvoir intervenir assez rapidement sur l'exploitation. Mais c'était un projet, on va dire, de moyen terme. Quand on a 18 ans, j'avais plutôt envie et pour projet d'acquérir une expérience ailleurs, mais je me serais pas vu m'éloigner définitivement de la propriété familiale. Et pour moi, ça a du sens de reprendre. Et d'ailleurs, mon fils a également l'ambition de me succéder. Voilà. Dans les années 60, il y a eu l'opportunité avec l'installation dans le Bergeracois du domaine de Castan de la culture d'une variété, d'une espèce, on va dire, inédite dans la région. C'était la culture du pêcher, et qui a été un gros succès à l'époque et qui a permis certaines exploitations qui disposaient d'irrigation de pouvoir envisager de supprimer la culture de tabac qui était très très chronophage et voilà, et dont mon grand-père trouvait à l'époque qu'il n'avait pas grand-chose à... Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une culture... Le tabac, c'est la culture... C'était la culture numéro 1 dans la vallée. Et d'ailleurs, le département était le premier département producteur de tabac. Mais c'était une culture finalement qui s'en était lassé parce ça le privait d'ambition. Voilà. Le tabac, on dit, on pouvait pas perdre d'argent, on pouvait pas perdre d'argent, on pouvait pas non plus en gagner beaucoup. Donc après, là, il y a eu cette opportunité avec une nouvelle culture. C'est vrai que c'est montré très rentable, très rapidement. Donc le verger la propriété entièrement a été plantée en pêcher. Et puis dans fin des années 70, début des années 80, le pêcher a été entièrement remplacé par le pommier. Et puis aujourd'hui, on envisage même peut-être de mettre des kiwis parce c'est vrai qu'on a un climat qui s'y prête et puis on a surtout une disponibilité en eau qui permet cette culture-là. Alors, depuis l'Antiquité romaine, le vignoble, il a suivi des cycles. Donc c'est pas nouveau. Cette campagne d'arrachage, elle a toujours existé en France, dans toutes les appellations d'ailleurs, que ce soit en Bourgogne, que ce soit dans le Bordelais. On est passé d'une croissance du vignoble et à une surproduction, puis à un arrachage. Il y a toujours eu ces cycles-là et une adaptation au marché. Et je pense que voilà, à notre petite échelle de temps, ce sont des choses qui nous frappent. Mais si on prend un peu de recul sur l'histoire, finalement, c'est des choses que l'homme a toujours adapté son vignoble et puis il continuera de le faire. Sur ma propriété, l'eau, elle vient pas du sol puisque on n'a pas d'eau. Mon grand-père a tenté de faire des puits pendant de longues années. On n'a pas suffisamment d'eau pour arroser. Et puis donc l'eau qu'on utilise aujourd'hui provient de la Dordogne par les moyens d'un réseau d'irrigation collectif. C'est du NASA, une association gérée par une association syndicale autorisée et qui distribue tout un réseau de canalisation et de bornes dans toutes les propriétés sur une quinzaine de kilomètres de canalisation à Gardonne. Donc on a un maillage du territoire qui permet d'envisager l'irrigation sur un certain nombre de parcelles sur la commune de Gardonne. Sans la Dordogne, pas d'irrigation, pas de culture possible pour beaucoup d'espèces qui ont besoin d'eau. Donc pour tout irrigant, l'accès à l'eau, c'est un réel souci. C'est un problème surtout d'actualité. La sécurisation de l'approvisionnement en eau. Alors nous, c'est vrai que dans la vallée, on a la chance d'avoir une ressource qui est relativement disponible
qui est même sécurisé. On a la chance d'avoir de nombreux barrages sur la rivière qui permettent un débit constant, voire suffisant toute l'année, même pendant les périodes de difficulté, de sécheresse l'été. Et puis en période de restriction, on arrive à adapter nos pompages sans trop de difficultés. Donc on fait partie des territoires, je pense, qui sont assez privilégiés avec cette ressource-là. Non, nous on a vraiment, quand vous discutez avec un certain nombre d'agriculteurs répartis en France, ou bien que vous voyagez un peu, que vous voyez la difficulté d'irriguer en Italie du Nord, par exemple, quand vous voyez comment c'est sacré une terre irrigable en Italie du Nord, le prix que ça coûte, on se rend compte que avoir une terre irrigable, c'est sacré. Et nous, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte dans la région parce qu'on a cette eau en abondance, mais c'est un réel privilège. Alors ça, faut en avoir conscience. Alors, je pense pas que ce soit pertinent de réaliser des bassins de réserve d'eau, de retenue d'eau dans la vallée. Dans la vallée, on a déjà une ressource en abondance, et quand bien même il y a des difficultés d'étiage, ça sera sur une quinzaine de jours dans l'année. C'est peut-être les plus grosses difficultés qu'on a vécues. Alors c'est sûr que pour certaines cultures, 15 jours c'est trop sans eau, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grosses difficultés. Moi, aujourd'hui, je trouve que l'homme, il s'est éloigné, il a éloigné son travail du sens qu'il pouvait en attendre. Et je pense que pour retrouver du sens, comment je pourrais formuler les choses? Je trouve qu'aujourd'hui, l'être humain, il fait un travail souvent qui est dénué de sens, et de plus en plus. Avec les nouvelles technologies, finalement, l'homme derrière, ce n'est plus qu'un instrument, ce n'est plus qu'un des instruments qui permettent d'arriver à un résultat final. Et comment je peux dire les choses? L'homme, il s'est désapproprié le sens de son travail. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que il faudrait redonner du sens au travail. Château de Claude. Je suis né à Creys, le 15 juillet 1936. Je suis né dans la chambre à côté, donc je n'ai pas changé. Je suis un des plus anciens de la commune, quand même, puisque je vais avoir 88 ans le 15 juillet. J'avais une exploitation laitière. J'ai pris ma retraite qu'à 75 ans. C'est mes enfants qui ont repris. Et nous avons cessé la production laitière, puisque ça ne marchait pas trop bien. Nous avions un peu la chance d'être dans une appellation Pécharmant, donc on s'est mis à la vigne. Voilà, c'est surtout ça. Après, je vous les ai dit, j'ai eu beaucoup d'activités professionnelles sur tout syndicat, chambre d'agriculture, enfin, pas tout ça. J'ai eu la Légion d'honneur en 2017. Alors j'ai eu sur un titre surtout professionnel. J'avais fait 50 ans de président de coopérative laitière. J'avais commencé par Bergerac, les Charentes, et puis j'ai terminé 3 ans à Toulouse. J'étais dans le bureau avec 2000 personnes, et toujours à titre professionnel. Chambre d'agriculture, et puis beaucoup d'activités syndicales. Je vous l'ai dit, j'ai fait 40 ans de mairie, en tant que conseiller, après premier adjoint, maire, revenu premier adjoint, et j'ai cessé la dernière fois. J'ai toujours été agriculteur. Je pense que même dans le conseil municipal, j'ai toujours été le seul agriculteur. La commune n'est pas très agricole, mais j'ai toujours été bien respecté et tout. J'ai essayé de rendre service, comme je suis né ici, tout le monde me connaissait. On sort d'une famille, mon père, ils étaient 12. Ils sont nés juste à la barrière automatique, là en bas, à la guerre de 14. Je ne sais pas si ma vie... J'ai même écrit un livre, vous voyez. Ma fille m'avait dit, surtout, elle m'a dit, il faut écrire tes mémoires, mais surtout ta vie à toi.
Ah oui, parce qu'après, on peut s'étendre, je ferai un autre ménage, ça serait différent. Sur la vie, je suis né, je vous l'ai dit, en 1936. Bon, mais tu chercheras le livre, là. Mon père a été prisonnier en 1939. Moi, je suis né en 1936, j'avais 3 ans, et il est revenu en 1945. Et j'avais ma sœur qui est née en 1940, ma mère était enceinte quand mon père est parti, et elle a revu son papa qu'à 6 ans. Et bon, et moi en 1956, l'Algérie, je suis parti en 1956, je suis revenu en 1959. J'ai fait presque 3 ans, j'ai fait mes classes en France, l'Allemagne et puis l'Algérie. Voilà. Alors, une génération quand même, on a vu beaucoup de choses. Enfin, c'est ma maman qui a gardé l'exploitation pendant la guerre, avec nous tout petits. Et bon, je ne vais pas tout refaire ma vie, mais bon, on faisait du tabac ici aussi. Et bon, on n'avait pas l'irrigation, et c'était quand même compliqué. Et puis on a arrêté le tabac, et c'est là, comme on était en appellation, on s'est mis à planter la vigne. Pendant la guerre, après la guerre, je me rappelle que ma mère allait la voir en bas de la maison médicale. On allait avec le panier laver le linge à la Dordogne. Enfin, mon fils est né en 62, ma fille en 65. Et ma fille, elle est documentaliste au lycée agricole de la Brie, donc, mais qui a une partie d'exploitation au château du Roc, là. Et puis, bon, moi, j'ai repris l'exploitation derrière mon père en 71, et c'est là nous étions fermiers, et ça veut dire que les propriétaires nous ont vendus, et au lieu de payer le fermage, j'ai payé le crédit agricole. Et on est parti à Vérec. Et je vous dis, mon père, il était 12 familles, ils sont nés en bas. Donc, une famille... Ici, quand mes parents sont venus, la maison n'était pas habitable, il y avait les roses partout, et on a tout défriché, enfin tout. J'allais à l'école à Creil à pied, puis ici, passé par le château de Thirion. On n'avait pas de cantine, on apportait notre gamelle, et mais ça, je l'ai écrit, des paragraphes sur l'école, des paragraphes sur la guerre aussi. Le service militaire, la commune, enfin j'ai fait... Avec mon père et tout, on a beaucoup travaillé ici, je vous dis, on est parti à zéro, on n'a pas hérité, rien du tout, vous voyez ce que je veux dire, ça a été tout créé. Bon, l'époque n'était pas la même, mais enfin on travaillait beaucoup. D'ailleurs, si vous le lisez là, c'était très manuel, beaucoup. Et on a eu un progrès considérable dans la production laitière ou la vigne aussi. Je me levais entre 5h et 6h, Yvette un peu plus tard, vers 7h. Je buvais un peu de café, mais je ne mangeais rien, car je cassais la croûte chez mes parents après la traite. En revanche, le soir, c'était Yvette qui venait traire les vaches. La journée, le travail, au Coutet, ah oui, parce qu'on avait la ferme des Coutets, consacrée à la maison et aux enfants. Ce que je viens de dire vient d'un livre que j'ai écrit, un peu personnel sur ma vie à la Moult et ailleurs. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, il y en a beaucoup qui... On ne va pas revenir à plus avoir d'eau, plus avoir ça. Mais d'ailleurs, vous avez quand même des jeunes maintenant qui étaient beaucoup à l'école. Après, il faut faire attention un peu ce qu'ils ont un peu farfelu. Mais ils reviennent dans les campagnes, autre chose. La vie parisienne, fait, je ne sais pas où vous venez, vous voyez ce que je veux dire. Ils n'arrivent plus à... La sécurité, tout ça, ils n'arrivent plus à vivre. C'est tellement que c'est pénible. Alors après, c'est vrai que maintenant, on dit, oh, les gens, ils partent en vacances, mais ils en ont besoin. Nous, on n'a pas besoin de partir en vacances. Des fois, je réfléchis comme ça la nuit, on faisait du fouet, je me rappelle dans les prés en bas. À 4 heures, il faisait chaud, on se mettait à l'ombre. Souvent, à ce moment-là, dans les fermes, il y avait le pâté, il y avait tout. Mais on arrêtait, on faisait 4 heures, enfin, on appelait 4 heures. Et puis, on avait le voisin, tout le monde discutait. Le voisin,
il partait, il amenait ses vaches au pré, il s'arrêtait avec son vélo, il discutait là avec ma mère. On allait chercher le courrier, enfin, le lait au bout de l'allée, il y avait des voisins, on parlait, et les gens avaient le temps. Et ils marchaient pas vite, mais ils avaient le temps. Ils avaient le temps, et ils prenaient le temps. La relation humaine, maintenant je vous dis, bon, c'est vrai que ça s'est construit, mais les gens ne se connaissent plus, ils ne se voient plus. Et je crois qu'ils en auraient besoin des fois. Gérard Fonmarty. Bon, alors donc je m'occupe surtout de l'histoire ancienne et de l'archéologie, donc au sein de l'ARA, oui, puisque c'est moi le ramasseur de silex et de vieilles poteries, voilà. Donc je m'occupe des périodes qui vont de la préhistoire, on va dire, jusque vers le Moyen Âge, voilà. Avec une spécialisation entre guillemets maintenant sur la fin de l'âge du fer et notamment sur la période gauloise, vu notamment un site important sur le site, oui, vraiment important, sur la commune de Prigonrieux. L'âge du fer, il commence vers, on va dire vers 750, jusque vers 50, quoi, après la conquête de la Gaule par les armées de César. Voilà. Et la période gauloise, elle va globalement en gros de 450, mais donc jusqu'à 50, voire 30, puisque la culture gauloise, disons que se manifeste encore un petit peu jusqu'à ce que un certain Auguste amène vraiment la civilisation romaine chez nous. Voilà. À l'âge du bronze, là on est déjà dans l'âge des métaux, aux âges des métaux. Bon, l'âge du bronze qui va en gros, alors pour préciser, en gros de 2200 à 800, 750 avant notre ère, voilà. Mais là, ce que l'on trouve dans la Dordogne, ces fameuses offrandes aux divinités du fleuve, voilà, de la rivière du fleuve, elles ont été faites autour de l'an 1000, on va dire, voilà, avant Jésus-Christ. Jacques-Henri Crémer, je suis aussi membre de l'ARA, vice-président, et j'étais ingénieur chimiste de métier, voilà. Et je suis à la retraite depuis 20 ans maintenant, presque. Dans le fameux guet du Russell, là, à Prigonrieux, il y avait des armes, mais il y avait aussi des offrandes beaucoup moins assujetties de tuer des gens. Il y avait des petits trésors, quoi. C'était des offrandes faites au fleuve, quoi. Et oui, c'est-à-dire d'avoir un fleuve plus tranquille, moins tourmenté, disons, parce qu'il y avait probablement déjà un début de batellerie à ces époques anciennes. Oh, bah, c'était avec des troncs d'arbres, des arbres. Oui, voilà, c'est ça, du genre pirogue. Pas tellement de bateaux assemblés, bon, mais encore qu'on n'ait pas des preuves, vraiment, voilà, on n'a pas trouvé de vestiges tellement de ces époques. Bonjour, je suis Madame Trouillard, Marie-Thérèse, je suis secrétaire de l'ARA. Et étant retraitée j'étais auxiliaire de vie, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est fin 19e, début 20e, parce que je fais beaucoup de collectes de mémoire. Et vous parliez tout à l'heure du couleuvre, et quand mes enfants étaient petits, on passait sur le pont de la Linde, et on ne faisait pas de bruit pour ne pas réveiller le couleuvre, qui était endormi là. Et maintenant, mes enfants ont la quarantaine, et quand ils passent sur le pont de la Linde, ils s'arrêtent de parler parce qu'on pense toujours à ce fameux dragon, et on voit en face la petite chapelle de Saint-Front qui a terrassé le dragon. Parce qu'il l'a vraiment terrassé quand même, Saint-Front, c'est ce qui est dit. Ah bon, d'accord. Oui. En fait, à Prigonrieux, le premier Prigonrieux a été en fait un Prigonrieux gaulois, si l'on peut dire. Même s'il y a eu un peu d'occupation dans le coin déjà au néolithique, voilà. Mais c'est surtout un Prigonrieux gaulois. Il y avait un village qui a peut-être fait 8 ou 10 hectares d'étendue, et qui a assuré surtout le commerce avec l'Italie dans l'importation du vin romain, voilà, dans des amphores. Voilà, et donc, et c'était un village aussi d'artisans, de producteurs de diverses choses. On a trouvé les restes donc d'un four de céramique qui faisait donc des poteries, voilà. Bon, nous allons maintenant parler de Prigonrieux et de tout ce qui est en relation avec la rivière. Voilà. Le nom des Prigonrieux vient des Lusitans, Prigonrieux, qui veut dire le ruisseau profond. Alors en français, le nom de Prigonrieux vient de l'occitan Prigonrieux, qui signifie donc le ruisseau profond. Alors ce ruisseau, donc, c'est la Gouine, qui prend sa source à Ginesté, et qui rejoint Prigonrieux et traverse le bourg avant de se jeter dans la Dordogne, au port où nous sommes, face au port de la Bourgatie, qui est sur la commune de la Mauzy-Saint-Martin.
Alors à cet endroit, un gué. Alors le fameux gué de Prigonrieux-la-Bourgati permettait de traverser la Dordogne et relier les hommes. Comme le célèbre gué de Russell, dont nous avons parlé déjà, le gué de Russell un peu plus en aval, et ces gués sont à l'origine de l'histoire commune entre Prigonrieux et la Monzie-Saint-Martin. Voilà, et ceci au moins depuis l'âge du bronze jusqu'à l'époque moderne. Voilà. Alors, des pêcheries étaient installées plus tard. Elles constituaient une ressource importante. Alors divers poissons, à l'ose, saumon, lamproie, se pêchaient à la ligne, à la nasse, au filet. Alors à Russell, le célèbre gué de Russell, des pieux sont encore visibles au moment des basses eaux et elles témoignent de toutes ces installations. Une statue surplombe la rivière, statue de la Vierge. Elle témoigne de l'existence d'une première église qui est déjà signalée au IIe et puis à nouveau au XIIe et à nouveau au XIVe siècle, une église dédiée à la Vierge Marie. Elle était protectrice des bateliers et autour d'elle donc existait un village, le premier bourg, si on peut dire, de Prigonrieux après le village gaulois, le premier bourg donc qui était donc en relation directe avec la rivière pour plein d'activités. Alors entre les deux rives, des moulins à nef étaient arrimés aux berges ou ancrés dans le lit de la rivière. Entre le XIIe et le XIVe siècle, il y en avait 4 au niveau du port, donc là, 4 moulins nefs donc qui appartenaient au prieuré des Moniales de Saint-Sylvain, de l'autre côté de la rivière à la Monzie. Voilà. Alors pour le fonctionnement de ces moulins nefs, la meule était actionnée par une roue à aube qui produisait la farine, d'où le nom, alors justement à Prigonrieux, du nom du lieu dit Le Farnier, qui signifie le farinier. Voilà. Alors, et le trafic fluvial est devenu trop important. Il a provoqué donc des affrontements, des bagarres même avec les meuniers de ces moulins nefs là, des moulins nefs qui vont disparaître vers le milieu du 19e, avant 1850. Oui, alors ce qui a mis fin à leur existence, apparemment, c'est un gel. Ça serait un gel de la rivière important. Alors, je ne sais pas la date exacte, l'année, mais ils sont dans les années 1830, avec une débâcle de la glace, donc qui a vraiment, détruit les derniers moulins nefs, et qui a signifié leur fin, quoi, si on peut dire. Voilà. Oui, alors, Gérard Fonmarty, donc, en fait, j'étais météorologue, voilà, et j'ai travaillé surtout à Bergerac, voilà, au centre météo de Bergerac, voilà. Donc, à la retraite depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et il faut l'affirmer quand même si c'était un travail intéressant, très intéressant, bien content quand même d'être à la retraite et de ne plus être confronté aux problèmes actuels de la météorologie, avec une évolution désordonnée d'un climat qui devient presque impossible, voilà. Ah ben c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué, oui, avec des phénomènes extrêmes dont on a des exemples fréquemment, malheureusement. Oui, on peut dire que sur moins d'un demi-siècle, même quelques dizaines d'années, il semblerait quand même s'il y a toujours eu des phénomènes extrêmes, bon, mais là, il est évident qu'ils deviennent plus nombreux et encore plus marqués. Ouais.